Bonjour tout le monde. Alors là, je fais ça sous format audio, donc format podcast. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vous semble pertinent et ce qui résonne vraiment en vous, hein. Ou peut-être que c'est aussi une occasion pour vous de voir les choses sous un nouvel angle, même si peut-être de prime abord, si ça peut être un peu inconfortable, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait naître de ça. Voilà, pour tout ce qui est podcast, je vous invite à prendre un petit thé, un petit café ou m'écouter si vous êtes dans votre voiture ou je ne sais où. Et on est parti, comme je le dis souvent, mais évidemment, ce que je vous raconte, c'est que le fruit de ma propre expérience et de mes ressentis et de ce que j'ai pu vivre ou ce que je suis en train de vivre. Donc ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre et que j'aurai forcément la même approche dans 5, 6 ans ou même 3 mois. Mais j'avais envie de vous partager cela, surtout au moment où j'enregistre. Donc là actuellement, j'enregistre, on est encore en novembre, fin novembre, on va entrer dans la période de décembre, la période des fêtes de fin d'année pour vous remettre un petit peu un marqueur temporel pour que vous sachiez voilà dans quelles énergies j'étais quand j'ai décidé d'enregistrer ça. Et je pense que je publierai ça du coup, je vais essayer de publier ça pour justement décembre parce que je pense que c'est une période qui qui est propice, comme les changements de saison en fait, à des remises en question ou des ajustements dans nos vies. Donc là, je ne prépare jamais rien. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bonjour. Je ne prépare jamais rien. Tout ce que je raconte, là, j'ai pas de notes, j'ai rien. C'est j'y vais à l'intuition et au feeling et on va voir où ça nous mène, sachant que je vais quand même essayer de faire quelque chose de raisonnablement court et synthétique. La première chose que je voulais mettre en place pour que vous puissiez comprendre, moi, quelle est mon opinion, enfin plutôt, c'est pas même pas une opinion, mais c'est ma vision de la chose, c'est que j'ai eu par une suite de circonstances assez intéressantes, eu des espèces de, on va dire, de synchronicité qui ont fait que j'ai été appelée à regarder des choses ou à aborder des thèmes où la notion de jeu, alors quand je dis jeu, c'est pas jeu, G-E, jeu la personne, c'est jeu, G-E-U, donc de vraiment de pouvoir jouer, que la vie est un jeu. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est une approche qui était très loin de moi en fait. Et en commençant à m'interroger là-dessus, si on part du postulat que on sait deux choses dans la vie, c'est qu'on est et qu'on va mourir, et ben en fait entre les deux, le laps de temps qui nous est donné, on a la possibilité de faire des expériences et en gros de jouer le jeu de la vie. Et de là, après, s'est greffée cette idée, en fait, j'ai l'image qui m'est venue en pensant à tout ça, c'était un petit peu, pour celles et ceux qui connaîtraient le jeu de société La Bonne Paye, je crois que ça s'appelle, alors pour les, je sais pas comment en Belgique, si j'ai des Belges qui m'écoutent, je sais pas comment vous appelez ça, vous, ou des Suisses, mais en tout cas, chez nous, ça s'appelait La Bonne Paye, et c'était un peu une version, on va dire un petit peu plus... euh, dans du comment je pourrais dire ça? Pour moi, je mettrais ça en parallèle au Monopoly, mais le Monopoly est sur une plus grande échelle. Il y a un aspect beaucoup plus investisseur, entrepreneur dans le Monopoly. C'est acheter des bâtiments, acheter des rues, acheter des choses. Dans la bonne paye, c'est plutôt, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas utilisé, j'ai pas eu l'occasion de jouer à ça. C'était plutôt essayer de pouvoir avoir de l'argent, et c'était pas forcément acquérir des choses, mais c'était plutôt passer et tous les mois savoir qu'il allait avoir des choses qui allaient tomber en positif, comme par exemple je crois des salaires ou des voitures ou des choses comme ça, des petits coups de pouce, ouais, on pourrait dire ça, de la vie, et aussi des factures et des embûches et des obstacles et des problèmes si on tombe sur les mauvaises cases. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie, c'est exactement ça, en fait. C'est... euh, il y a moi quelque chose qui m'a vraiment permis de vraiment de me décomplexer par rapport à tout ça. Et alors ça, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis très discrète en ce qui concerne ma vie privée. Je ne parle pas de moi, sauf si c'est pour partager des expériences, des témoignages concrets pour parler d'un sujet ou pour vraiment étayer sur un sujet où je veux donner du concret pour vous donner de quoi en fait avoir une vision d'ensemble. Mais je suis très discrète sur ma vie privée et c'est vrai que par contre, j'ai aucun complexe à dire. Les gens qui me connaissent, même si j'en parle de temps en temps d'ailleurs sur la chaîne, moi je suis une thérapie depuis un peu plus d'un an maintenant. J'en ai fait plusieurs, j'ai essayé plusieurs méthodes. Moi, je ne peux que vous recommander la sophro-analyse, qui est une thérapie pour moi, une façon
une modalité, comme on dit, thérapeutique, qui moi m'a beaucoup plu parce que je suis tombée sur vraiment la bonne personne en fait pour m'accompagner dans ce travail. Et j'ai eu l'occasion de parler de tout ça en fait. C'est pour ça que ce que je vous raconte est aussi issu de ce qu'on a un petit peu, ce qu'elle m'a permis de découvrir en fait. Et en fait, en gros, elle m'a dit un truc qui m'a vraiment mis une claque, c'est que, mais en fait, la vie s'en fout de vous. Alors vous allez dire quoi? Mais en fait, et c'est là que je vais essayer de vous donner un petit peu ma perception, c'est qu'en fait, effectivement, à l'échelle de l'humanité, avant que même les êtres humains n'existent, quand la planète Terre était encore voilà, dépourvue d'humains en tout cas, et de formes de vie humaine, la vie, elle suivait son cours, quoi. Et c'est pour ça que je fais une dissociation maintenant entre la vie et, on va dire, l'esprit supérieur, Dieu, ou les forces de l'univers qui sont là pour pouvoir parfois nous donner un coup de pouce ou nous aider, avec lesquels on peut interagir, des espèces de formes subtiles énergétiques qui peuvent donner un coup de main. Mais moi, je dissocie la vie, par exemple, pour vous dire plus simplement les choses, de Dieu, en fait. Pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, la vie, effectivement, et c'est vrai, quand elle me l'a dit comme ça, j'étais à quoi? Mais oui, la vie s'en fout de vous. C'est-à-dire que la vie, elle suit son cours. Que l'être humain finisse par déforester la planète, par en fait se mettre à sang, que voilà, que ça soit à feu, à sang, que le réchauffement climatique fasse qu'on va tous mourir. Maman Terre, planète Terre, elle continuera sans nous, quoi. Elle passera peut-être par, comme à l'époque des dinosaures, une ère glaciaire, une ère d'extinction de tout, mais elle continuera son chemin. La vie ne s'arrête pas, même si la vie de l'humain pourrait s'arrêter. Et quand j'ai compris ça, moi, avec ma perception, j'étais à waouh, d'accord. Donc en fait, la vie, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse factuellement parlant. Si on veut évoluer dans sa vie ou qu'on fait des demandes, entre guillemets, quand j'en parle aussi parfois, moi, des demandes à l'univers, des demandes à la vie, au final, ça, c'est plutôt de l'ordre du coup de quel est notre système de croyances et notre système de valeurs qui va nous permettre de pouvoir utiliser différents outils. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne peut pas vraiment se référer à la vie telle qu'elle, parce qu'elle elle fait ce qu'elle a à faire et elle a autre chose à penser que nous de façon individuelle, mais qu'elle doit voir les choses, que les choses se font de manière globale, nous, petits êtres humains à notre niveau individuel, comment on fait pour avancer? Et c'est là que je trouve intéressant les différentes grilles de valeurs et de croyances, justement, qu'on hérite soit de sa famille, soit de la société, soit des choses vers lesquelles on va avoir envie d'aller, de tendre dans notre vie, soit depuis tout petit ou soit en grandissant, c'est la religion et la spiritualité. Donc ça, j'ai envie de vous dire que c'est un bon support, en fait, pour pouvoir avoir des outils en plus dans la boîte à outils, pour pouvoir essayer d'améliorer sa vie, pour que ça soit le plus, on va dire, plaisant possible. Et ce que j'ai trouvé génial aussi quand on déblayait tout ça et qu'on parlait, que j'exposais mes problématiques et mes questionnements, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'étais très ancrée avec cette croyance que les choses, pour qu'elles soient vraiment, pour qu'on se sente vraiment méritant, pour qu'elles aient vraiment de la valeur, il faut que ça soit compliqué, il faut que ça soit dur, il faut pédaler dans la semoule, il faut que ça soit dur. Si c'est pas difficilement acquis, ça n'a aucune valeur. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est que une croyance que moi, pour ma part, voilà, j'avais héritée, de laquelle j'ai hérité, mais qui est très prédominante, en vrai dire, dans notre société occidentale, et qui est liée au fait que on ne peut mériter les choses que si elles sont durement acquises. Mais en fait, qui a dit ça? Clairement. J'ai envie de vous poser la question, vraiment de vous la poser, parce que c'est ce que je me suis posé, c'est qui a décrété que ça devait, si c'était pas dur, ça n'avait aucune valeur? Et en fait, en creusant plus loin, je me rends compte que c'est un des fondements que de la plupart des gens, malheureusement, dont moi je m'incluais là-dedans du coup, je sais ce que je décide de choisir autre chose, c'est au final que tout est basé sur un système méritocratique. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que toutes les récompenses vont être au mérite. Qu'est-ce que ça veut dire factuellement? Ça veut dire que si tu travailles plus dur, tu gagneras plus. Si tu es le premier à gagner la course, tu auras la médaille d'or.
Si t'es le deuxième, t'auras la médaille d'argent. Si t'es le troisième, t'auras la médaille de bronze. Si t'es après, bah toi tu comptes même plus. Si t'as des bonnes notes à l'école, t'es récompensé. Si t'es compétent dans ton domaine et que voilà tu travailles dans une entreprise, eh ben on va te pousser à développer tes compétences dans l'espoir de t'augmenter ou de t'offrir ce que tu veux. Donc encore de la récompense. Quand on gagne, voilà, quand on participe à un concours, à quelque chose, c'est la récompense à la fin. Quand on gagne le match, ça va être la coupe qu'on va gagner à la fin. Et en fait, regardez, je vous laisse encore une fois le temps aussi peut-être de vous questionner, enfin de vous en rendre compte par vous-même. Tout marche à la récompense. On vit dans un monde, en tout cas les Occidentaux vivent dans un monde où on marche à la récompense. On pourrait se dire quel est le problème par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de mal finalement à avoir des récompenses pour le travail effectué ou les efforts fournis. Sauf que là où ça devient pernicieux et ça devient en fait quelque chose où on se retrouve pris à notre propre piège là-dedans, c'est que justement, si les choses sont faites de manière simple et sans but à atteindre, sans qu'il y ait forcément un objectif final ou une destination finale ou tout simplement un besoin d'être performant ou performante dans nos vies, que ça soit professionnellement parlant ou dans l'intimité, parce qu'il y a aussi les performances au niveau de la sexualité qui rentrent en jeu, et ben en fait, on a l'impression qu'on n'est que des merdes. C'est-à-dire que quand on se positionne dans un système où tout fonctionne à la récompense et si je fais ça, je vais me sentir, je vais sentir que j'ai de la valeur dans le fait de le faire et de le faire en plus d'être efficace en se faisant. Au final, ça enlève toute, toute la spontanéité des choses, puisqu'on commence un petit peu même à inconsciemment à tout calculer, à vouloir être dans une compétition et du coup aussi dans une manière de fonctionner de manière comparative, c'est-à-dire qu'on va vouloir se comparer à Pierre, Paul ou Jacques et on va nourrir ce besoin de se comparer en fait aux autres qui est lié au besoin d'être dans une forme de compétition et comme je vous le disais précédemment, de fonctionner que à la récompense, à la punition ou à la récompense. Et en fait, bah, c'est extrêmement binaire, c'est extrêmement limitant et en plus c'est extrêmement dommageable parce que ça veut dire qu'on a une vision des choses qui est complètement tronquée et qu'on n'est plus dans l'être, dans juste le fait d'être là et de savoir que on a de la valeur juste parce que et on a le droit d'exister et que c'est un droit acquis de naissance et et qu'au final, on n'est plus dans l'être, on est dans le faire, faire en permanence, même penser, mouliner en permanence, et donc en fait on s'épuise. Et quand j'ai compris ça, et qu'elle m'a mis sur la voie, elle m'a dit, ma thérapeute, vous savez, les cadeaux sont gratuits dans la vie, galérer c'est aussi gratuit. C'est-à-dire que quand on part sur une base où on n'est plus dans une forme de jugement de bien, pas bien, récompense, punition, Dieu qui est là pour nous punir ou nous donner des récompenses, bah ça fait qu'en fait on fait sauter cette grille de valeurs et on se dit que finalement, si les bonnes choses arrivent, tant mieux. Si on y arrive sans trop de difficultés, tant mieux. Et s'il y a des embrouilles et des emmerdes, j'ai envie de vous dire, bah ça fait partie du package, mais ça n'aura pas plus d'importance que les bonnes choses. Parce qu'au final, on se dira que la vie est faite de tout. Et l'image qu'elle m'a donnée aussi, que j'ai trouvée géniale et qui m'a vraiment marquée, c'est d'imaginer en fait notre existence comme quand, vous savez, ces restaurants japonais, enfin je pense qu'il n'y a pas que les japonais qui ont ce système, mais vous savez, ces restaurants buffets, on s'assoit et puis il y a un tapis roulant avec les plats préparés que les chefs cuisinent en cuisine justement, et qui arrivent sur le tapis. Et en gros, c'est bon, bah tu veux prendre ce plat, tu saisis le plat et tu le manges. En gros, l'opportunité se présente devant toi, tu sais que là, elle va arriver, qu'il y a plusieurs choix, tu choisis ce que tu veux, et ensuite, les plats que tu n'as pas pris, eux, continuent d'avancer, et d'autres personnes les prendront peut-être. Et en fait, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'on nous parle souvent d'opportunités, de gens, on dit est-ce qu'ils sont chanceux, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Et en fait, je me rends compte que tout est une question de se créer sa propre chance, entre guillemets, vous avez déjà dû l'entendre, j'invente rien, et de savoir aussi quand il est bon de saisir des opportunités ou pas. Et
c'est là que ça me fait rebondir sur un deuxième point en parallèle que je trouve génialissime, que j'ai en fait l'image m'a été donnée quand j'ai écouté Amour irrésistible. C'était un espèce de sommet de, je crois, une vingtaine de jours avec des intervenants dans le domaine spirituel qui parlent en fait de tout ce qui va avoir attrait à l'amour. Et là, le thème de cette année, c'était la solitude et l'amour, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai donc écouté Issa Padovani qui parlait de ça. Donc, et en fait, je me suis rendu compte que pour rebondir sur ce que je vous disais par rapport à cette idée de créer cette opportunité, et si je reprends mon image de est-ce que je saisis le plat là qui est sur le tapis roulant ou pas, je me suis rendu compte d'un truc absolument incroyable. C'est déjà que petit 1, en fait, beaucoup d'entre nous, sans même se rendre compte, je m'inclus bien évidemment là-dedans, sont dans en fait une addiction presque inconsciente au drame, sous toutes ses formes. C'est-à-dire que cette partie de nous que certains ont de façon plus ou moins développée, ou c'est une partie de nous plus ou moins musclée, on va dire, qui a tendance un petit peu à avoir toujours la pensée catastrophe, comme on dit en anglais, catastrophic thinking, c'est-à-dire avoir toujours la pire chose qui pourrait arriver. Mais en fait, ça aussi, on s'est programmé, on a été peut-être déjà programmé si on a dans notre famille ou dans notre entourage des gens comme ça, mais en plus, nous, on peut aussi s'auto-programmer et continuer cette espèce de nourriture, de nourrir en fait cette fausse croyance et ce muscle du mental qui n'est pas à sa bonne place. C'est-à-dire que le mental est quelque chose dont on a besoin pour vivre. C'est-à-dire on a besoin de savoir que 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est le mental. Ça, tout ce qui est dans l'aspect un petit peu ordinateur, faire des actions précises et pouvoir les faire bien, conduire, marcher, faire ses courses, faire sa liste de courses, faire ses comptes, ça, c'est le mental à sa juste place. Quand le mental commence à prendre le pas en projetant par exemple des situations qu'on redoute, en nous faisant avoir peur de choses qui n'ont pas encore eu lieu, et on commence à partir dans un déroulé d'idées catastrophiques. Pour vous donner un exemple, voilà, vous savez que votre mari doit rentrer à 17h30, à 18h il n'est pas là. Mon Dieu, il a eu un accident de voiture. Mon Dieu, il est avec une maîtresse. Mon Dieu, il m'a quitté, il va pas revenir. Alors qu'en fait, il a juste 30 minutes de retard et il est peut-être juste coincé dans les bouchons en rentrant, en fait. Et ben, vous voyez, cette espèce de démarrage de film intérieur qui est toujours catastrophique, ça, pour moi, c'est une espèce de forme d'addiction. Ce n'est que mon avis, mais je me rends compte avec le recul que c'est presque quelque chose qui devient addictif, ça devient une seconde nature, on programme notre cerveau, on s'auto-programme, on s'auto-maraboute pour penser le pire, et c'est pour ça que là, la clé la plus importante que je pourrais vous transmettre, si c'est votre cas et vous vous retrouvez là-dedans, il faut changer le scénario. C'est-à-dire, dès que vous commencez à vous sentir partir là-dedans, il faut que même vous pouvez claquer des doigts et vous dire je suis en train de partir dans un scénario là. Je suis en train de laisser le mental prendre les commandes. Et rien que le fait de vous en rendre compte, ça va aborder dans l'œuf le problème. Le tout est de faire les choses en conscience. Quand vous êtes en mode autopilote et que vous avez appris à faire des choses pendant des années, il va falloir injecter d'une manière ou d'une autre, de façon volontaire et parfois un peu à la force du poignet, là pour le coup, de la conscience pour observer vos comportements et comprendre pourquoi ils se déclenchent et dans quelle situation ils se déclenchent. Parce que peut-être que si votre mari a 30 minutes de retard, vous partez dans le scénario catastrophe, il a eu un accident de voiture, peut-être que votre père a eu un accident de voiture, et alors il devait rentrer du travail quand vous aviez 7 ou 8 ans, et ça vous a marqué. Mais l'idée là, c'est de pas forcément vouloir toujours suranalyser pour voir d'où vient la racine de cette peur ou de ce qui a déclenché la pensée catastrophe, mais c'est de se dire pourquoi la première réflexe que j'ai, c'est de partir dans la réponse scénario catastrophe et de modifier ça pour en sortir en fait. Et c'est là où le pouvoir de l'humain est puissant et le pouvoir de la volonté fait beaucoup de choses, parce que si vous attelez à travailler sur ça vraiment de manière quotidienne, vous allez changer votre cerveau, vous allez changer la neuroplasticité du cerveau, de façon vraiment scientifique, vous allez changer votre vie. Donc en gros, c'est changer votre énergie, changer vos pensées, changer votre énergie, changer votre vie. C'est un peu le motto ici. Et ce que je trouvais très intéressant, parce que j'ai un peu digressé, je suis partie en tangente pour parler de ce sujet, c'est donc cette addiction un petit peu à tout ce qui va être dramatique, ou aussi qui va être aussi générateur de sensations fortes, ce qui est une forme de drogue. Quelqu'un peut être une drogue. Le fait d'être en manque par rapport à quelqu'un, ça peut être comme une drogue.
Donc là, il y a vraiment une notion de se positionner, de comprendre son mécanisme, et si vous vous retrouvez là-dedans, de comprendre qu'est-ce que vous y gagnez en fait à être toujours dans des espèces de montagnes russes émotionnelles, plutôt que de choisir quelque chose de plus fluide et de plus doux en fait. Et Isabelle Padovani le disait très bien là-dedans, c'est-à-dire que pourquoi déjà, bon elle n'a pas dit ça comme ça, mais moi ça m'a fait penser tout de suite, pourquoi la crise de la quarantaine? Et en fait, elle disait, c'est qu'en fait, les gens ont fini par se remettre en question et à vouloir profondément changer quand on n'en peut plus, en fait. Quand on est au bout du système, quand on est fatigué. Et généralement, c'est après un ou deux divorces ou voilà, une ou deux relations vraiment longues qui ont été douloureuses ou plus, ou de collectionner les relations qui n'aboutissent à rien, ou de se retrouver dans des situations où on se rend compte qu'on n'est pas épanoui. Et il y a un moment donné, on est tellement las, tellement fatigué, on en a tellement marre qu'on est poussé au changement. Et ce que je vous invite plutôt à méditer peut-être sur cet aspect-là, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre d'être au bout du rouleau, au bout du bout, pour se décider en fait à changer? Pour vous donner une autre image, est-ce qu'on va attendre que la maison elle soit complètement remplie de moisis avant de finir par refaire la toiture, ou est-ce qu'on va refaire la toiture aux premières gouttes qu'on voit tomber et aux premières taches qu'on voit sur le plafond pour pouvoir avoir un environnement sain dans lequel évoluer? Et bien de façon, c'est imagé évidemment, mais de façon plus pragmatique, nous, en tant qu'être humain, notre maison intérieure, on n'en prend pas si soin que ça, dans le fond. Et on a tendance à se conforter, à se conforter, on pourrait dire oui, dans des schémas qui sont familiers et qui sont connus, et on va tendance à on va vouloir éviter en fait l'effort. Et parfois, malheureusement, l'effort n'est pas évitable, mais pas dans le sens, comme je vous disais avant, de l'effort, suer, transpirer pour y arriver. Non, c'est un effort juste, concentré sur un temps donné pour une action juste qui n'est que de vous à vous. Parce que généralement, quand on parle d'effort, c'est souvent pour des choses extérieures à soi. C'est plus d'efforts au travail pour gagner plus, pour avoir une meilleure qualité de vie, ou pour que nos proches aient une meilleure qualité de vie. C'est faire plus d'efforts pour être valorisé et reconnu. Et si l'estime vient de l'extérieur et la reconnaissance vient de l'extérieur, vous ne serez jamais satisfait. Vous serez comme un puits sans fond qui ne sera jamais rempli. Parce que l'estime, c'est de soi à soi. L'estime, ce n'est pas par rapport aux autres. C'est ça qui est difficile à comprendre, en tout cas que moi j'avais eu du mal à comprendre, c'est que l'estime, c'est de soi à soi, et le mérite, cette notion de mérite, de mériter, ça aussi c'est de soi à soi, toujours, ce n'est pas extérieur à soi. Parce que si on le met à l'extérieur, ça veut dire qu'on met notre pouvoir à l'extérieur, parce que ça veut dire qu'il faut que quelqu'un nous valide, qu'un patron nous valide, que la société nous valide, et du coup on n'est pas libre. Donc le mérite et cette notion de mérite, c'est par rapport à vous-même. Ce qui veut dire que vous devez, en tout premier lieu, c'est dur à prononcer, vous autoriser à être vous-même méritant dans votre vie et à être vous-même de valeur, en fait. Par rapport alors là, je suis partie un peu en tangente, effectivement, mais ce qui est intéressant, donc avec Isabelle Padovani, quand elle parlait de ça, c'est justement, donc pour revenir à ce que je vous disais, 40 ans, petite crise de la quarantaine, on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, on est fatigué. On en est fatigué de souffrir, d'avoir pris des coups, d'avoir eu des relations calamiteuses, des vies qui ont été vraiment, voilà, qui ont été tumultueuses au possible. Et là, on s'arrête pour vouloir le changement. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est que c'est très intéressant, c'est que notamment là, dans l'aspect plutôt du coup sphère amoureuse, mais ça vaut pour tous les aspects, reprenons mon image du tapis roulant avec la nourriture. Quand vous choisissez de prendre un plat en conscience, vous le prenez, vous créez votre opportunité, vous saisissez l'opportunité. Elle a utilisé une image qui m'a énormément parlé, c'est qu'en amour, ou de façon globale, les gens, c'est comme s'ils allaient au casino, qui sont à la roulette. Là, la roulette, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, qu'on met la roulette, vous misez sur un chiffre et puis on lance la roulette là. Et en fait, la personne va choisir le numéro, on lance la roulette, et là, en fait, elle tombe sur le bon numéro, et elle se dit oui, oui, j'ai gagné. Sauf qu'elle n'a pas misé de jetons, elle n'a pas misé d'argent, pour parler plus simplement. Donc en gros, elle a misé dans le vent. Et c'est là en fait où on se rend compte que dans nos relations, c'est là, moi j'apparente ça à l'engagement. Pour moi, le jeton, miser le jeton, c'est s'engager. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens passent leur vie dans le casino, mais en fait, ils misent rien. Donc évidemment, si tu mises rien,
tu peux rien récolter, tu peux rien recevoir parce que tu n'as rien investi de base. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi, quand elle a dit ça, j'étais, oh mon Dieu, c'est vrai. Moi, j'étais la spécialiste, tu vas au casino, mais t'as rien, t'as rien. Alors, c'est sûr que tu peux te faire des sensations fortes en disant, je vais miser sur le 51. Si le 51 il sort, tu vas être là, oui, mais j'ai pas misé de pion. Qu'est-ce que je vais récolter? Et c'est ça, en fait, dans les relations amoureuses qu'elle mettait en lumière, c'est qu'en fait, les gens ne misent pas. C'est-à-dire que c'est comme si on attendait de l'autre, en gros, qui nous sauve. Et en fait, pour pouvoir avoir une relation qui fonctionne et qui soit solide, il faut que les deux personnes qui arrivent au casino aient des pions à miser, aient des pions à jouer. Sinon, il se passe rien en fait, quoi. Et ça, c'était pour la notion justement d'engagement et de créer ces opportunités. Il faut d'abord s'engager avec soi-même pour pouvoir être dans cette énergie de je suis prête à essayer, que ça marche ou que ça ne marche pas, au moins j'essaye. Je tente quelque chose et du coup, je ne reste pas dans une forme de passivité. Et la dernière partie que je trouve super intéressante, et je pense que j'ai bouclé là-dessus parce que c'est quand même un gros dossier, et ma thérapeute a voulu me couper la tête quand je lui parlais de l'auto-saboteur. Alors elle déteste ce mot, et en fait, je vais vous expliquer pourquoi finalement, effectivement, on parle souvent d'auto-sabotage, de saboteur, de petit mental, du petit jeu, du petit moi. Et en fait, c'est pas nous rendre justice, et en plus, c'est même pas. C'est un petit peu erroné, en fait, quand on comprend le mécanisme et ce que nous apporte, en fait, ce qu'on appelle l'auto-saboteur. Et en fait, quand on est dans des mécanismes d'auto-sabotage qui sont inconscients, donc vraiment dont on ne prend pas, qui nous paraissent vraiment hors de nous, qu'on ne comprend pas. En réalité, si on parle bien de mécanismes de sabotage inconscient, la plupart du temps, c'est parce que une partie de nous nous offre un cadeau en fait en faisant ça. Je sais, ça peut paraître un peu contre-productif et un peu contre-intuitif, mais en réalité, quand vous êtes face à un moment où vous vous sabotez, où vous vous auto-sabotez, je vous propose plutôt de voir les choses comme qu'il y a en fait un choix que vous avez à faire et vous devez faire ce choix en conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que quand dans une partie de votre vie ou à un moment donné vous vous sentez en train de vous saboter ou de vous auto-saboter, c'est juste pour vous mettre en lumière un choix à faire en conscience. C'est-à-dire que c'est comme si dès qu'il y a un auto-sabotage, c'est comme si on allume la lumière dans le placard et on regarde qu'est-ce qui s'y trouve et qu'est-ce qui coince. Et généralement, ce qui coince, ce sont des croyances limitantes qu'on a héritées de notre famille, aussi peut-être parfois des choses au niveau du karma, du karmique, si vous croyez à ces choses-là. Ça peut être une combinaison de choses et en fait, c'est que parce qu'il y a autosabotage qu'on peut prendre conscience qu'il y a quelque chose justement d'inconscient qu'on répète qui se joue. Donc en gros, on peut arrêter la roue du petit hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne à partir du moment où il y a les prémices ou carrément des systèmes d'autosabotage qu'on se met en place. Et là, vraiment, ce que je vous propose, c'est justement de pouvoir voir ça comme une opportunité de faire les choses. Qu'est-ce que je veux dire par en conscience? Je veux dire en utilisant vraiment votre j'ai envie de dire votre bon sens, quoi. Et de comprendre en fait que derrière ça, il y a forcément la possibilité de débloquer quelque chose que jusqu'à présent vous n'aviez pas débloqué. C'est comme si vous arriviez dans un jeu vidéo au dernier niveau avant de passer au stade d'après. Et là, vous devez en fait finir le niveau pour passer à la suite. C'est un peu une idée de mise à jour en fait. On vous propose à chaque fois que vous avez de l'auto-sabotage qui se met en place, on vous propose en fait de pouvoir mettre une mise à jour de vos croyances. Et ça vaut de l'or en fait, parce que quand on voit ça comme ça et qu'on comprend qu'est-ce que ça vient dire de nous, on peut non seulement changer les choses, mais en plus on ne se sent plus agressé et on ne voit plus cette partie de nous comme quelque chose d'ennemi qu'il faut absolument éradiquer. Vous voyez ? Et la dernière chose avec laquelle je vous laisserai, ça fait beaucoup d'informations, ça va peut-être être un peu indigeste, mais bon voilà, prenez ce qui vous parle, si vous êtes encore là, ça sera le petit bonus de la fin, j'aurai probablement l'occasion d'en reparler à une autre fois. Mais c'est ce que je vous conseille, c'est encore une méthode un petit peu de l'ordre de la thérapie comportementaux-cognitive, on s'est changé la cognition en fait. Quand vous avez peur de quelque chose, arrêtez-vous 5 minutes et avant de partir dans un tourbillon mental, dites-vous quel est le désir derrière la peur? C'est-à-dire, à la place de la peur, dans le fond, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je désire véritablement? Pour vous donner un exemple concret,
Vous avez peur de ne pas réussir votre entretien d'embauche. Vous êtes terrifié, vous êtes là, j'ai l'impression que je vais me planter, ça va être un carnage. Quel est le désir derrière ça? De quoi vous avez envie en réalité? Ce dont vous avez envie, c'est peut-être justement de pouvoir vous sentir assez en confiance avec vous-même et avec vos ressources intérieures et avoir assez confiance en vous pour savoir que non seulement vous pourriez être capable de vraiment faire une bonne présentation pour pouvoir avoir ce poste, mais que même si ça ne fonctionne pas comme vous le vouliez, que des possibilités vont s'ouvrir à vous et que vous allez pouvoir avoir ce que vous désirez, à savoir le job ou la carrière de rêve dont vous rêvez depuis toujours. Ça pourrait être aussi, je sais pas moi, du premier rendez-vous. Vous avez rencontré quelqu'un, un homme ou une femme. Il y a le premier rendez-vous, vous êtes tétanisé, vous dites mon Dieu, je vais jamais y arriver. Quel est le désir derrière? Le désir, c'est justement de pouvoir de pouvoir rencontrer quelqu'un de bon, de sain, avec qui vous pourriez en fait peut-être construire quelque chose de beau ensemble et de vivre une magnifique histoire d'amour. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de toujours, derrière la peur, voir quel est le désir, entre guillemets, caché, qui est un peu inavoué ou inavouable. Et si vous voulez aller un peu plus loin, c'est, en gros, quelle est la peur? Quel besoin a besoin d'être rempli, justement, en lien avec cette peur? Et quel est le désir? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Et si vous partez avec ces clés-là, déjà, je peux vous dire que vous avez déjà de quoi faire quelque chose de pas mal, hein. Donc, voilà, je crois que je vais m'arrêter là, c'est assez long. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile à des gens. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez un accompagnement, eh bien, vous pouvez retrouver toutes mes informations sur mon site lodufeu.com. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cet audio, ce podcast. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.